près pour tous les romans que j'ai écrits, il m'a fallu 1 an et demi. Et évidemment, pendant une très longue période, j'étais en même temps dans l'enseignement quand j'écrivais, donc je ne pouvais pas écrire avec autant de liberté qu'aujourd'hui. J'écrivais le soir, j'écrivais en vacances. En fait, je faisais pas grand-chose d'autre que d'écrire chaque fois que j'avais une minute. Et il me fallait à l'époque déjà à peu près 1 an et demi en travaillant tous les jours. Aujourd'hui, je ne fais plus que ça, mais je m'aperçois que finalement, ça revient au même. Parce que j'ai l'impression que pour écrire un roman, il y a un temps de maturation nécessaire. Je ne peux pas, du jour au lendemain, dire « Allez, dépêche-toi de penser, pense vite, trouve vite des scènes, trouve vite la solution aux problèmes des personnages. » Ce ne sont pas des choses qu'on peut faire par accélération. Il faut le temps. Donc maintenant, j'ai beaucoup plus de liberté puisque je ne fais plus que ça, je ne fais plus qu'écrire, mais je m'aperçois qu'il faut quand même, de toute façon, pour les 3 romans que j'ai écrits depuis que je le fais à plein temps, il m'a quand même fallu plus d'1 an pour les écrire. Et écrire d'abord de manière manuscrite ou immédiatement comme certains en traitement de texte? Non, moi il me faut beaucoup de papier, énormément de papier. Aujourd'hui, certains travaillent... Ah oui, il y a des gens qui travaillent directement sur l'ordinateur. Moi non, je ne peux pas travailler comme ça. Je travaille et j'ai même plusieurs feuilles de papier. Bon, parce que j'essaye de faire un premier brouillon, mais il me faut 2 ou 3 feuilles sur le côté où je note rapidement 3 adjectifs qui me viennent. Sur l'autre, je mets ne pas oublier plus tard etc. Et j'ai besoin vraiment de travailler avec du papier, de faire beaucoup de brouillons, je rature énormément. J'ai une corbeille à papier qui est toujours remplie à bord parce que je jette un tas de trucs, je les déchire avec colère, je recommence, et ce n'est vraiment qu'au bout du processus que j'utilise mon ordinateur pour terminer. Mais le travail est fini en gros quand il est terminé sur papier. Oui. Votre lieu et tout ça, vous imaginez ou vous les connaissez? Eh bien, ce n'est qu'une illusion de penser que tout ça se passe à Liège dans un quartier bien précis, car le quartier où l'action se passe, l'action principale se passe, c'est un quartier totalement imaginaire que j'ai créé de toutes pièces. Bien sûr, on voit bien à peu près dans quel secteur de la banlieue liégeoise il se situe, pour ceux qui connaissent Liège, comme votre professeur, qui le connaît très bien. Non, on sait que c'est du côté d'Herstal, en allant vers la Hollande, que la Meuse est pas loin, mais le quartier, je l'ai fabriqué. J'ai fait un plan, j'avais même proposé à mon éditeur de mettre le plan au début du roman pour que les lecteurs s'y retrouvent plus facilement. Ils me dit non, c'est suffisamment clair dans le roman. Mais j'ai inventé de toutes pièces. C'est à la fois donc un lieu vrai, mais ce n'est pas un lieu, c'est quand même le lieu d'une fiction. Je voulais que ce soit le lieu d'une fiction. C'est pas une règle générale chez moi. Là, je suis en train de terminer un roman qui se passera aussi à Liège. Et comme il se situe dans un cadre historique beaucoup plus rigoureux, avec des faits historiques qui vont se passer, là, je vais vraiment respecter exactement la topographie de la ville. Mais ici, je voulais que le lecteur sente qu'il s'agisse quand même d'une fiction. Je suis très souvent à Liège, et ce qui me frappe, c'est que la plupart des Liégeois pensent que le quartier que j'ai créé existe quelque part. Je dis, oui, c'est un quartier que je ne connais pas bien, mais je vois à peu près où c'est. Ben non, il n'est nulle part. Et quand j'ai écrit Helena Vanek, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, j'avais situé l'action dans le Limbourg, où j'ai été 2 fois pour toute ma vie, je pense, et encore en passant sur l'autoroute. Et là, j'ai créé un village, j'ai créé la forêt, j'ai créé un lac, oui, je me souviens, un étang avec un petit îlot au milieu que j'ai appelé l'étang de Rosenmer, si les souvenirs sont bons. J'ai rencontré des gens qui m'ont juré qu'ils y avaient campé. Ça n'existe pas. Et dans un journal qui parlait du roman,
il y a une photo d'une église, et en dessous c'était mis l'église du village de Altorp, qui est un village qui n'existe pas. Je l'ai inventé, enfin bon, je suppose que les journalistes avaient un stock d'images d'église, de photos d'église, et bon, ils se disent, oh, c'est à peu près ça. Les lecteurs ne vérifieront pas. C'est vrai que c'est une des choses, enfin, je fais une petite parenthèse à ce sujet-là, mais ce serait l'occasion de multiples digressions, mais c'est assez curieux de voir comment le roman peut devenir la réalité pour le lecteur, et même plus vrai que la réalité. Il y a des gens, et moi-même je pense, pour qui certains personnages qu'ils ont rencontrés dans des romans ont plus d'importance que des personnes qu'ils ont vécues, qu'ils ont rencontrées dans la réalité. Il y a des personnages tellement extraordinaires dans la littérature qu'ils deviennent plus vrais que vos proches. Il y a des gens qui pleurent et pour qui ça reste un événement essentiel de leur vie. Ils pleurent sur la mort d'Anna Karénine chez Tolstoï. Et pour eux, c'est un personnage qui ne va jamais les quitter. Moi, je sais très bien, puisque j'aime beaucoup la littérature russe, je sais bien que le personnage de L'idiot, chez Dostoïevski, c'est une personne pour moi, c'est quelqu'un qui m'habite en permanence. Et vous n'ignorez pas, certainement, c'est peut-être amusant, mais il y a des gens qui vont visiter l'appartement de Sherlock Holmes à Baker Street, à Londres. Alors que c'est inventé quand même. Sherlock Holmes n'a jamais existé, il n'a jamais eu d'appartement. Ça se visite aujourd'hui. Il y a des gens qui écrivent à des personnages de fiction. Si l'auteur a de l'humour, il peut répondre en leur nom, évidemment. Donc, il y a parfois une certaine vérité ou une certaine qualité humaine, de sensibilité dans la littérature qui fait que les personnages de la littérature deviennent pour nous plus importants que les personnages de la réalité. Je n'ose pas aller plus loin. Est-ce qu'on est dans un collège catholique? Non. Ah bon. Pas du tout. Mais réfléchissons, allez, Dieu, quand on nous parle de Dieu, et Dieu c'est un personnage de la littérature. Dieu, c'est un personnage qui est dans la Bible, que nous connaissons par les écrits bibliques, parce qu'il y a des gens qui en ont fait un personnage. Alors évidemment, vous pouvez dire, oui, mais c'est comme une biographie. Il rapportait des événements qui se sont passés réellement et où peut-être l'écrivain a réellement vu Dieu. Mais en réalité, tout ce que nous pouvons savoir, c'est que Dieu, c'est un personnage littéraire. De la Bible ou du Coran ou que sais-je. C'est pas spécifiquement lié à une religion. Il y avait une question d'ailleurs sur la place quand même de la religion, à part le titre « Tu ne jugeras point » qui évoque un commandement, l'action du vendredi, le Dieu à face voilée, tout ça... tout ça est pour moi très important, mais comme mademoiselle l'a dit si finement tout à l'heure, on peut passer à côté de certaines choses évidemment dans le roman. Donc pour moi, dans un roman, j'aime bien de mettre des choses pour tout le public qui veut bien s'y intéresser. Et donc on peut passer totalement à pieds joints sur la question religieuse dans ce roman et se dire qu'on n'a rien vu, ce sont simplement des éléments comme ça, mais pour moi c'était pas... Moi je voulais en faire un roman qui a quelque chose de théologique finalement, parce que le personnage de Denise, c'est pour moi un personnage véritablement évangélique. Puisque selon la parole du Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce qu'elle fait. C'est un véritable Christ. Et elle vit ce qui lui arrive d'une manière qui est tout à fait christique finalement. Et le fait que le bon Dieu, parce que le Christ dans l'Église Sainte-Anne est appelé bon Dieu, vieux bon Dieu, même. Vieux bon Dieu, c'est-à-dire bon Dieu de toute la tradition, Dieu auquel on s'adresse comme ça, parce que
c'est le Dieu de notre culture. Ce Dieu-là, il a la face cachée, et c'est ce qui fait qu'elle est dans la situation du Christ sur la croix, finalement, qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, Dieu ne l'a pas vu, elle l'a prié, mais ça n'a servi à rien. Dieu avait d'autres chats à fouetter puisque son propre fils venait d'être crucifié. Voilà, le vendredi probablement c'était ça, il était occupé à par ailleurs. Et le juge, quand il fait avouer Denise, ce n'est pas par hasard qu'il le fait dans l'église. Il sent très bien que c'est le lieu où ça doit se passer, et quand il entre dans l'église, si vous lisez attentivement le roman, ses yeux glissent sur une station du chemin de croix où Pilate se lave les mains, ce qu'il va faire lui-même. Mais ça, on n'est pas obligé de le voir. Comme si on ne le voit pas, c'est pas grave, on voit quand même le roman. Le symbole de l'eau également, le baptême, Ah, bien sûr, etc. très important. Mais voilà, et malheureusement, donc l'heure est déjà terminée. Merci. Merci à vous.